L'objectif de cette chaîne, c'est de partager avec vous des compétences rhétoriques qui vous permettent de porter vos idées plus efficacement, qui vous permettent d'organiser vos idées, qui vous permettent de structurer vos discours, qui vous permettent d'être plus persuasif quand vous portez vos projets et vos convictions. Et l'objectif, évidemment, c'est que ça vous permette de progresser, que ça vous permette de progresser dans votre travail, et je l'espère pour vous, d'augmenter vos revenus. Et la question qui nous occupe aujourd'hui, puisque nous allons parler d'investissement, c'est comment faire pour décupler les fruits de notre travail. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont lancés dans l'investissement récemment, et quand on se lance dans l'investissement, c'est important de pouvoir discuter, de pouvoir comparer sa stratégie avec celle des autres. Et c'est exactement ce que nous avons fait lorsque j'ai été reçu par Jérémy dans son podcast bien nommé Argent. Regardez. Comment est-ce que tu investis, toi, aujourd'hui? C'est, par exemple, que ce soit ce qui vient du drama productif ou de manière générale. Tu nous disais en début d'épisode que tu as une stratégie assez safe et assez connue, on a déjà parlé dans ce podcast, c'est à la fois donc des dividendes et des ETF. Qu'est-ce qui t'a amené sur cette stratégie et globalement, comment tu l'as fait, toi? Ce qui m'a amené vers ces stratégies, c'est le côté. Non, mais en fait, c'est génial. Imagine, j'arrive à épargner 50 € aujourd'hui, je le mets et bim, j'ai un nouveau petit morceau d'entreprise qui, tous les trimestres, me verse un peu d'argent. C'est ça que je trouve génial, en fait. Ça, c'est une des choses qui m'a amené vers l'investissement. Il y a un autre truc qui m'a amené vers l'investissement, c'était tu sais, pendant le confinement, on a eu un peu ce sentiment que tout était arrêté, que tout était arrêté. Et le fait de se dire, mais non, en fait, il y a quelque chose qui continue de tourner. Il y a des business qui continuent de tourner. Et c'est pas parce que mon business s'arrête un petit peu que je peux pas être dans le bateau d'un business qui fonctionne aussi. J'ai eu aussi beaucoup ce sentiment pendant que je faisais ma thèse. À l'époque où je faisais ma thèse, le sujet dont on parlait énormément, c'était l'intelligence artificielle. Donc, il y avait toutes ces idées autour du fait que l'intelligence artificielle allait remplacer les domaines intellectuels. Et donc, j'ai eu beaucoup de moments où je me disais, mais regarde, tu es en train de développer une compétence pour apprendre à bien parler, à bien écrire. On commence à avoir des expériences de programmes qui sont capables d'écrire des romans, qui sont capables de créer du contenu. Et peut-être que tu vas devenir obsolète. Et donc, le fait de me dire, mais en fait, tu vas te focaliser sur ta passion, mais tu peux mettre une partie de ton argent vers ce nouveau domaine qui va émerger, vers cette nouvelle entreprise ça permet en fait de jamais se faire disrupter. Donc vraiment ce côté, je peux faire partie de toutes les fêtes, partout dans le monde, dans tous les secteurs. C'est quelque chose que je trouve extrêmement motivant. Donc vraiment ça, cette idée on peut diversifier en un instant, et puis le côté, je crée une nouvelle entreprise. C'est génial ça. Le fait vraiment de se dire, voilà, je deviens propriétaire d'une partie d'une entreprise qui commence à travailler pour moi, qui commence à travailler avec moi. C'est génial en fait. C'est cette idée qu'on peut créer comme ça. Maintenant, là, tout de suite, on épargne un peu d'argent et bim, on a créé un nouveau petit business. Donc ça, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie de dividende, parce que la métrique qui me motive le plus, c'est mon revenu passif mois après mois qui grandit. Je trouve ça très motivant. Je trouve ça vraiment super. Et si je fais un mix entre les ETF et les entreprises, c'est parce que j'aime bien suivre et me passionner pour l'aventure d'une entreprise. J'aime bien les entreprises qui sont dans mon portefeuille. J'aime bien les produits qu'elles créent, j'aime bien la manière dont elles innovent, j'aime bien la manière dont elles se battent avec le problème de l'énergie, du réchauffement climatique. Ça me motive vraiment d'être connecté à ça. Ce fut ensuite au tour de Jérémy de présenter sa stratégie, et vous allez voir que s'il y a des ressemblances, c'est quand même très différent. T'as une stratégie comment, toi ? Alors, moi déjà j'ai de l'immobilier, mais de par ma famille, parce que mon père il nous a mis là-dedans très jeune, automatiquement, il nous a pas tellement laissé le choix. Donc j'ai ça, c'est fait, c'est là, ça prend de la valeur, ça rapporte des loyers, etc. Donc vu que j'ai toujours eu ça, j'ai une stratégie peut-être un peu différente, où aujourd'hui, je vais avoir, je pense, 50% dans des objets que j'aime et que je comprends. En l'occurrence, dans mon cas, c'est les montres de luxe. Et le reste va être réparti en bourse avec actions à dividendes et ETF aussi. Et je vais avoir à peu près 15-20% en crypto-monnaie. Okay. Avec sur ces 15-20% en crypto-monnaie, je vais avoir une grosse majorité sur des choses très stables, très connues, et où je me dis, en fait, si tu veux, c'est tout ou rien, en fait. C'est soit ça peut aller là où j'ai une idée que le monde peut aller avec tout cet univers, soit ça va être légiféré un jour par les États, repris par les États, je vais tout perdre, mais je suis OK avec ça.
Ah, Et j'ai des toutes petites sommes vraiment pour jouer, où je me dis tiens, il y a peut-être un coup à faire, ou alors tiens, ce projet je le trouve vraiment cool, je pense pas qu'il ira où que ce soit, mais allez, je mets des billes. Et ensuite, à la fin, j'ai un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de private equity, où j'investis dans des boîtes, mais pareil, j'ai 2-3 boîtes au portefeuille, et vraiment parce que je trouvais les projets cool, je les utilisais déjà, ils ont levé auprès de leur communauté, donc j'y suis allé. Je mise pas tellement sur que ce soit sur les cryptos ou sur le private equity pour créer ma net worth. Là, pour moi, c'est plus, ça va être les montres de luxe, ça va être la bourse, et ça va être en fait les diverses entreprises que je crée, qui sont des actifs, qui rapportent de la valeur avec plus ou moins de travail de ma part. Je suis assez diversifié au final. Et à la fois, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où il y avait déjà de l'argent, si tu veux. Donc, j'ai pas tout à fait les mêmes problématiques d'investissement que quelqu'un qui part de zéro et qui veut construire sa retraite. La mienne est déjà construite. Donc, c'est plutôt, je construis un portefeuille et une net worth en fonction de là où j'ai envie de mettre mon argent, en fait. Maintenant, par contre, ouais, le truc des actions à dividendes, quand la première fois de ta vie, tu vois des 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros qui tombent, tu vois, t'as rien fait. T'as rien fait de limité. c'est extrêmement T'es juste motivant. là. Et puis l'entreprise a perdu 40% de valeur, elle te continue à te payer exactement pareil, parce que sa valeur sur le marché n'est pas liée à sa valeur de production. Ouais. C'est intéressant en fait, et quand ça devient un jeu où tu trouves plus intéressant d'investir l'argent que de le dépenser, tu as gagné. Parce que sur Absolument. une assez longue période de temps, tu as forcément gagné. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, j'ai eu la chance, moi, de pas trop aimer les trucs. Donc, je suis pas dépensier. J'aime pas acheter des habits, j'aime pas acheter des machins. Il faut vraiment, enfin, tous les habits que j'ai, on me les a offerts et des fois, je me fais un peu disputer par ma femme parce que j'en ai absolument rien à faire de la manière dont je suis habillé. Euh, mais du coup, en fait, j'étais pas motivé à gagner plein d'argent. Et c'est l'investissement qui me pousse à gagner plus parce que je trouve ça très drôle. Enfin, je trouve ça extrêmement stimulant. Donc là, je suis en train de multiplier mes revenus justement parce que j'ai trouvé cette gamification via l'investissement, le fait que je vois ce revenu qui augmente et je trouve ça génial. Et là, vu que je commence à avoir plus de sécurité à ce niveau-là, je commence également à avoir des choses un peu plus, à investir dans des choses qui sont un peu plus spéculatives et risquées. Et comment est-ce que je le fais? Je le fais en soumettant à ma conversation Telegram les entreprises que je vais ajouter à mon portefeuille. Donc, c'est-à-dire que j'introduis cette composante de hasard et je leur dis, bah voilà, j'ai gagné tant avec le drama productif. Est-ce que j'investis dans telle boîte? Est-ce que j'investis dans telle boîte? Et vu que c'est des petits malins dans ma conversation de Telegram, ils sont tous pour me pousser à investir en mode YOLO. Donc, ils vont systématiquement choisir l'entreprise la plus spéculative, quoi. Donc, ça me pousse comme ça à m'exposer à des choses un peu plus, voilà, qui peuvent du coup avoir plus de croissance, mais qui rompent avec ma stratégie de père de famille dividende. Il y a aussi un postulat intéressant sur l'investissement et qui s'oppose complètement, je pense, à celui que toi et moi on a. C'est des personnes qui vont aller 100% que sur des trucs ultra risqués, à très forte volatilité, avec très forte possibilité de gain, mais aussi possibilité de perte très élevée, en se disant, je caricature, j'investis 1000 euros, si ça devient 2000, ça ne change strictement rien à ma vie. Si j'investis 1000 euros par contre, que je les perds, ça change pas grand chose à ma vie. Par contre, si 1000 deviennent 100 000, là, ça peut changer tout dans ma vie. C'est ça. Et qui investissent que comme ça. Et à court terme, je trouve ça fascinant. J'adore l'idée. À long terme, le problème, c'est que si par un effet de hasard et de probabilité, tu te casses la gueule toute ta vie, à la fin, il reste rien. Quoi. Alors pour moi, là, il y a un truc très triste derrière ce que tu dis. C'est pareil pour le loto. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas, mais je connais peu de gens riches qui achètent des tickets de loto, qui achètent des tickets à gratter, qui mettent leur argent dans des trucs où ils ont 9 chances sur 10 de perdre de l'argent. Bien sûr. Et parce qu'on n'a pas ce besoin de se dire si je gagne au loto, ça va tout changer. Ouais. Et donc, malheureusement, c'est effectivement, il y a des études qui le montrent clairement, c'est les gens les plus pauvres qui vont vers les stratégies boursières les plus risquées et les plus court-termistes. Et pour moi, c'est très grave. C'est très grave parce que enfin, il y a plein de, enfin voilà, moi, un message, quand je vois passer un message sur Facebook qui me dit, regarde, tu vas pouvoir multiplier par 10 tes revenus en une journée, ben, j'en ai rien à faire. Alors qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça et qui se font arnaquer. C'est pour ça que l'éducation financière est tellement importante. C'est que ce sont les plus pauvres qui ont besoin d'avoir les stratégies d'investissement les plus long terme, les plus sages. Finalement, nous sommes rentrés dans des considérations un peu plus techniques, mais tout aussi importantes même pour les investisseurs qui débutent. Regardez.
Et d'ailleurs, tu as cette phrase, ce bout de conversation de Warren Buffett qui est très connu, et où un journaliste lui demande si ce que vous faites marche tellement bien, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Il a répondu parce que personne ne veut savoir comment devenir riche en 40 ans. Exactement. Ouais, lui, ça a marché. Hein. Et, Ça et, n'a pas trop mal marché, c'est le value investing. bah oui. Et tous C'est ceux qui suivent ces stratégies, bah, à long terme, ils vont être gagnants. ouais. C'est la stratégie de Warren Buffett, et il y avait quelqu'un d'autre avant lui, dont j'ai oublié le nom, maintenant j'ai un trou de mémoire. C'était l'idée de miser sur des entreprises qui sont sous-cotées par rapport à leur valeur réelle et de les garder suffisamment longtemps dans le temps. Warren Buffett, il a du Coca-Cola. Il dit Coca-Cola, il le voit pas se casser la gueule. Il est rentré à un moment où c'était très faible. Il dit cette entreprise, elle est sous-cotée pour tout un tas de raisons systémiques. Ils sont rentrés sur des très très grosses sommes à ce moment-là. Et à côté de ça, ils n'investissent que dans des choses qu'ils comprennent. Ouais. Je crois qu'ils n'ont pas du tout, ou alors une seule position en tech. Ils disent le marché il va trop vite, il change trop brutalement, les changements sont trop brusques, on ne peut pas les anticiper, les valos sont décorrélés des revenus des entreprises parce qu'on mise sur un futur et des choses. Il fait ça, nous on ne sait pas faire, on ne comprend pas, on ne fait pas. Alors, sur la stratégie de Warren Buffett, il y a un point sur lequel que j'avais pas compris au départ, mais Warren Buffett en parle très bien. Il disait qu'au début, sa stratégie d'investissement, il appelait ça cigar butt investing. Donc, ça veut dire, je ramasse un cigare qui est presque terminé par terre, j'en tire 3 tafs, je le jette, j'en prends un autre, j'en tire 3 tafs. Donc, ça fait que je peux fumer mon cigare sans dépenser d'argent. En fait, quand on entend value investing au début, on se représente ça. C'est-à-dire qu'on va prendre des entreprises qui sont, elles se sont tellement fait cracher qu'elles peuvent plus que remonter. En fait, quand on écoute vraiment ce que dit Warren Buffett, il dit plutôt non, mais j'essaie pas de prendre un bon business à un prix incroyable. J'essaie de prendre un business incroyable à un bon prix. C'est ça qui est important vraiment dans sa stratégie. Parce qu'au début, moi, c'était ça que je faisais. J'investissais dans quoi? Je regardais mon portefeuille, je regarde, tiens, c'est quoi qui a le plus baissé? Ok, je mets mon argent dans ce qui a le plus baissé. En fait, c'est une erreur parce que il y a aussi cette phrase qu'il faut avoir à l'esprit, c'est loser buy losers. Et donc, il faut faire attention à ça. Donc, vraiment, la stratégie d'investir régulièrement, il faut essayer d'investir aussi bien dans ce qui a baissé, dans ce qui monte. Il y a des entreprises, sinon on n'investit jamais dedans. Il y a des entreprises qui sont tellement puissantes. Donc, par exemple, mon portefeuille, j'ai Nvidia, qui est une entreprise, on a l'impression que ça peut que monter. Et donc, on se dit, mais non, mais en fait, je l'ai acheté moins cher avant, donc je me fais arnaquer si je réinvestis dedans. Donc, c'est pour ça que la notion de business d'extrêmement bonne qualité est plus important que la valorisation. Moi, je règle ça avec du dollar cost averaging, où en fait, il y a certaines positions que j'ai décidé que vraiment j'y croyais sur le long terme, il y a des ETF dedans aussi, bien sûr. Et en fait, j'achète la même somme à intervalles réguliers, de façon invariable, sans regarder le prix. Et donc, en fait, si j'ai raison un petit peu sur mes projections long terme de ce que peuvent devenir ces entreprises ou ces ETF et que j'y vais pendant 30 ans, invariablement, je vais rentrer au niveau des positions à des moments où ce sera beaucoup trop haut, à des moments où ce sera excessivement bas, trop cool pour moi, et à des moments où ce sera entre les deux et finalement ça va se lisser. Ouais. Et c'est ça qu'on peut faire et qui est très cool en fait. Quand on veut rentrer sur des positions, le mieux c'est de faire du dollar cost averaging. Et même si on a une grosse somme à investir au début, d'ailleurs, de l'investir au cours de l'année et pas d'un coup en une journée, parce qu'on a plus de chances en fait de faire une connerie qui va mettre beaucoup plus de temps à se rattraper. Ouais. Pour moi, vraiment, la clé, c'est ça, c'est économiser et investir régulièrement. Et la diversification. Il y a une autre phrase que j'aime bien, c'est en fait, quand on met 1% dans quelque chose, si ça cartonne absolument, c'est tout ce dont on a besoin. Et si ça se crache complètement, c'est tout ce dont on a envie. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Quand on est bien diversifié, en fait, ça va, quoi. Il y en a qui vont cartonner, il y en a d'autres qui vont pas cartonner, mais comme c'est une petite partie de notre portefeuille, ça fait le travail. C'est la stratégie d'ailleurs du private equity, ça. Les mecs que ce soit les fonds VC ou les investisseurs privés, comme il y en a de plus en plus actuellement, c'est un peu à la mode. On investit dans 25 boîtes par an de façon complètement invariable. C'est 25 boîtes tous les ans. Alors bon, il faut déjà avoir des sacrés tickets d'entrée. Hein. Et sur ces 25 boîtes, il y en a 20 qui vont se planter. Adieu l'argent. Il y en a 2, 3, 4 qui vont faire un petit x2 qui va pas changer notre vie. Et si on est bon, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, on va avoir un x100, un x1000 et plus qui va en fait rattraper tout ça. Et tu as des VC qui ont même une stratégie qui est encore plus folle. Ils vont pas miser sur des boîtes, ils vont miser sur des secteurs. S'ils voient un secteur
qui pensent en croissance sur, par exemple, les 10 prochaines années, ils vont investir la même somme dans 100% des entreprises de ce secteur qu'ils lèvent. Et donc, en fait, ils sont sûrs d'avoir le gagnant s'ils ont bien analysé le secteur. Ça, c'est des gros fonds qui font ça. Mais quand tu commences vraiment à mettre le nez dans toutes ces choses, c'est passionnant. Et c'est un vrai rabbit hole, tu peux passer des heures, quoi. Si vous voulez poursuivre la conversation sur l'investissement, je vous invite à rejoindre ma discussion Telegram. Dans cette discussion, je vous invite à choisir pour moi certaines des actions que j'ajoute à mon portefeuille. Et en ce moment, je vous propose d'ailleurs de voter entre Google et Tesla. Dans cette conversation, je partage également avec vous les autres achats que je fais avec ce portefeuille. Et notamment, vous savez qu'à partir de maintenant, j'ai un nouveau geste de santé financière qui consiste chaque semaine à acheter une part de cet ETF. Cet ETF donc qui investit à l'échelle mondiale dans les entreprises qui versent de hauts dividendes. Et donc avec cet ETF, on peut espérer avoir notre capital qui s'apprécie à mesure que les entreprises grandissent et font des bénéfices. Et surtout, cet ETF nous permet de recevoir des dividendes tous les trimestres avec un rendement intéressant de plus de 3%. Donc je vais investir toutes les semaines dans cet ETF pour les 10 prochaines années. Et donc comme ça, je vais me constituer un revenu qui va grandir et qui va me permettre progressivement de gagner de l'argent sans devoir vendre mon temps. C'est ça la liberté financière, c'est on épargne et au lieu de mettre notre épargne sur des pauvres livrets qui rapportent rien, on les met dans des entreprises au service de l'économie, des entreprises qui grandissent, qui font des bénéfices et qui partagent ces bénéfices avec nous. Et on arrive un jour, souvent bien avant l'âge de la retraite, à cette situation géniale où on n'a plus besoin de travailler pour vivre bien et où on peut se consacrer aux choses qui nous plaisent le plus. Et donc dans 10 ans, quand je devrais avoir atteint la liberté financière, vous me verrez sans doute beaucoup plus sur YouTube pour faire avec vous des masterclass rhétoriques, pour faire avec vous des exercices de rhétorique, et puis sans doute pour lire avec vous de très beaux romans. Et si ça vous intéresse de m'accompagner dans cette aventure, de partir à la conquête de votre liberté financière, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, qui vous permet d'investir sans frais dans des actions et dans des ETF. Il vous permet également d'investir dans les cryptos, mais ça, vous le savez, ce n'est pas mon truc. En tout cas, en suivant le lien que vous avez sous cette vidéo, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. D'ici là, prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre avenir financier.